Je m'approchais d'une des particularités de l'affaire de Rennes-le-Château. Cette quête aux rebondissements multiples pourrait s'apparenter à une sorte de jeu infini. J'étais loin d'être le premier à faire ce rapprochement. Dans un numéro de Terre de Rédé, une revue spécialisée sur les mystères de Rennes-le-Château, un article fait le lien entre les recherches effectuées dans la région et la notion de jeu infini. Alors le jeu infini de Rennes-le-Château, c'est un concept qui a été énoncé par un chercheur italien, un passionné de Rennes-le-Château, Mariano Tomatis, qui s'est basé sur un concept de jeu, donc ce qu'on appelle le jeu infini, un jeu avec des règles variables, un jeu dans lequel vont pouvoir arriver sans cesse de nouveaux joueurs et un jeu qui a pour objectif de ne jamais se terminer. Si on applique cette grille de lecture à l'affaire de Rennes-le-Château, c'est intéressant parce que ça ne permet pas évidemment de comprendre l'énigme historique, archéologique qui gravite autour de cette histoire, mais par contre ça permet de bien saisir le fonctionnement de la communauté des chercheurs dans son ensemble. Rennes-le-Château non è solo un luogo turistico. Con il tempo è nata una comunità di cercatori che è cresciuta esponenzialmente in Inghilterra e perfino in Italia e in Spagna. Ogni anno escono sulla mitologia nuovi libri perché si tratta di un argomento molto ampio. La comunità solitamente si divide tra sostenitori e contrari delle nuove teorie. È naturale che escano così tanti libri, si tratta di un argomento vastissimo ed è anche una scusa per scoprire parti nascoste della nostra storia, dalle Vergini Nere al mistero dei Templari, l'esoterismo ottocentesco, l'epopea dei Catari, l'alchimia. Rennes-le-Château è uno straordinario punto di ingresso per tutte queste storie. Se dovessi descriverlo con un'immagine, parlerei di un nucleo storico intorno a cui si sono sovrapposti molti strati uno dopo l'altro in un grosso progetto collaborativo nello stile wiki e che è cresciuto a dismisura negli anni, come una piovra che si è estesa in tante direzioni contemporaneamente. L'autore James Pickars, nel suo libro Giochi finiti e infiniti, distingue appunto tra i giochi finiti e i giochi infiniti. I giochi finiti sono quelli che hanno un inizio preciso, una fine precisa, un solo vincitore e delle regole molto precise e quadrate. Contribuire alla mitologia di Rennes-le-Château significa prendere parte a un gioco infinito a cui chiunque può partecipare. Et puis, il y a cette idée du joueur qui arrive. L'histoire de Rennes-le-Château, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui la distingue de beaucoup d'autres histoires où le lecteur est passif, en fait. Rennes-le-Château, la grande différence avec la plupart des histoires de trésors, c'est que le lecteur, à un moment donné, va être happé par le jeu. C'est-à-dire que lui-même va se rendre à Rennes-le-Château et lui-même va se mettre à chercher à résoudre l'énigme. Donc, il n'est pas passif. Il devient un joueur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce concept, c'est que ça le permet de théoriser le fonctionnement, de voir des choses qu'on ne voit peut-être pas quand on regarde le phénomène autrement. Chiunque può prendere parte a questo gioco, scrivendo nuovi capitoli, proponendo nuovi collegamenti, disegnando nuove mappe. Esiste già a disposizione un insieme molto ampio di libri, documenti, dipinti, elementi architettonici che possono essere intrecciati e remixati, dando vita a una infinità di possibilità creative. Quando un gioco infinito si avvicina alla fine, è il momento di cambiare le regole. Questa è la definizione di gioco infinito. Il gioco di Rennes-le-Château funziona e diverte finché esiste un mystère da risolvere, un énigme aperto. La règle fondamentale du jeu infini, c'est qu'aucun joueur ne doit arriver à résoudre le jeu, à résoudre l'énigme, et c'est ce qui se passe à Rennes-le-Château. Si on observe le fonctionnement de la communauté des chercheurs, c'est vrai que si un chercheur arrive avec l'affirmation « j'ai résolu l'énigme, le trésor c'est ceci » ou « le trésor se trouve là »,
eh bien, il y a un phénomène de rejet qui se produit, qui peut prendre différentes manifestations. Hein. Ça peut être des attaques voilà, écrites contre l'auteur du livre ou contre le livre, mais ça peut être aussi une ignorance, c'est-à-dire qu'on continue à jouer dans notre coin et on prête aucun intérêt à la théorie qui a été formulée par l'auteur, en disant non, mais de toute façon, non, c'est une piste erronée, ça n'a pas de sens, on continue. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de fin. Nous voilà donc prévenus. Une toile d'araignée menace tout chercheur dans cette étonnante affaire. Le risque d'être englué dans un jeu infini, un dédale sans fin. Mais alors, que reste-t-il des mystères du Razès? Parmi les indices rassemblés, le rôle de Marie-Madeleine semble crucial et une thématique de tombeau se dessine, peut-être en lien avec Jésus. Si Saunière détenait des connaissances sur ces sujets, il ne pouvait être seul. Sa hiérarchie, ses confrères, ses amis. Qui parmi eux aurait pu être au courant? Revenons sur la carte des communes entourant Rennes-le-Château. Nous avons déjà visité Espéraza et Rennes-le-Château. À Custossa, le prêtre de la paroisse a été sauvagement assassiné à l'époque de Saunière. À l'heure d'aujourd'hui, l'affaire n'a pas encore été résolue. À Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet a écrit un curieux livre qui intrigue beaucoup. Rennes-les-Bains est une commune voisine de Rennes-le-Château. Et l'abbé Boudet y a officié pendant plus de 40 ans, à une période qui coïncide en partie avec celle de l'abbé Saunière. Tout comme Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains attire de nombreux chercheurs et passionnés d'histoire et de mystère, notamment en été. Les deux lieux sont connus pour leur riche passé et les légendes qui les entourent. Le livre rédigé par l'abbé Boudet est intitulé « La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains ». Boudet, qui était à la fois un archéologue amateur, un érudit local et un linguiste, aurait, d'après plusieurs écrivains et chercheurs, codé son ouvrage. Cet homme discret parcourait inlassablement la campagne, les bois du coin et la montagne du Cardou. Cette dernière est entourée par Rennes-les-Bains, les ruines de Blanchefort, le village de Serres, celui d'Arques. Il est bien sûr impensable de ne pas nous rendre à Rennes-les-Bains pour mener notre enquête, mais peut-être faut-il commencer par visiter l'église de Serres en premier lieu. L'abbé Boudet y aurait fait recouvrir une très ancienne fresque. Rejoignons Ludovic Richet, qui va nous révéler davantage sur ce mystère. L'affaire de Rennes-le-Château dépasse aujourd'hui largement le cadre du village de l'abbé Saunière. Un événement fondateur va tout changer. En 1965, un arrêté municipal va interdire les fouilles dans la commune de Rennes-le-Château. De ce fait, les chercheurs vont continuer à rechercher le trésor, mais vont le chercher à l'extérieur du village et vont étendre leur zone de recherche, si l'on peut dire. Ils vont chercher le trésor dans d'autres villes, dans d'autres lieux, dans le village de Rennes-les-Bains, Serres, Bucarac, et même hors du département, par exemple à Périllus. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire concrètement, c'est que la plupart des chercheurs sont d'accord avec le fait que l'énigme a un rapport avec l'abbé Boudet et donc avec la commune de Rennes-les-Bains. L'abbé Boudet, archéologue amateur, se montrait bien plus discret que l'abbé Saunière. D'ailleurs, il n'existerait aucune photographie de lui. Boudet est largement soupçonné d'avoir fait une découverte incroyable, mais la nature de ce mystérieux secret semble encore une fois insaisissable. Nous arrivons au village de Serres, à quelques kilomètres de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Ici aussi, on va trouver plusieurs éléments insolites qui peut-être ont un rapport avec l'énigme du curé au milliard. On va trouver un pont en pierre, à l'apparence médiévale, un château et une église qui, elle aussi, relève quelques éléments insolites. À l'extérieur de l'église, une curieuse et ancienne croix nous interpelle.
Là, nous trouvons une curiosité intéressante. Une double croix, rouge, l'une posée sur l'autre, ou les deux ne formant qu'un seul ensemble, difficile à dire à ce stade. Sur le plan historique, on sait que cette église a été plâtrée, donc les fresques ont été camouflées derrière un épais voile blanc. La légende nous raconte que c'est l'abbé Boudet, de Rennes-les-Bains, dont nous avons parlé préalablement, qui aurait fait dissimuler ces fresques. Elles seront redécouvertes il y a à peu près une vingtaine d'années. Le plâtre sera enlevé et a permis de mettre à jour plusieurs fresques et ces deux croix à l'aspect étrange. Bien sûr, cette curiosité n'a pas manqué d'intriguer les chercheurs et les hypothèses ont fleuri. Aujourd'hui, il me semble que pour pouvoir comprendre cette double croix, il serait nécessaire de pouvoir reconstruire les fresques qui l'entourent afin d'observer le message d'ensemble que nous livrait cet édifice. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'au-dessus de l'une d'entre elles se trouve un petit cadre avec marqué INRI, Jésus-Christ, roi des Juifs. Et de l'autre, sur l'autre croix, un petit cadre qui est vide. Pourquoi est-il vide? Mystère. Les mystères ne se confinent pas à l'Église. Au contraire, ils s'étendent comme des fils invisibles, tissant une trame énigmatique bien au-delà de cette dernière. Poursuivons notre quête à la sortie du village, afin de nous rendre sur le lieu dit des Pontiles. Au bord de la route se trouve un monticule rocheux. C'est ici que le fameux tombeau des Pontiles a été dynamité, celui-là même qui ressemblait au tombeau des bergers d'Arcadie. En 1919, Louis Bertram Lawrence, un citoyen américain féru d'égyptologie, franc-maçon, s'installe au lieu dit des Pontiles. Il décide un jour, pour une raison inconnue, de modeler le tombeau de sa grand-mère et de sa mère selon celui représenté dans le tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Un tombeau que l'on retrouve également dans la gravure Le repos en Égypte. Mais encore plus curieux, dès son arrivée en Europe, il a exprimé le désir de rencontrer des professionnels de la prospection aurifère, du forage, de l'exploitation de carrières, ainsi que des représentants d'une société italienne produisant des machines électriques pour des travaux de recherche souterraine. Pour quelles raisons? Le mystère demeure. Continuons notre route pour emprunter un chemin de terre. Ici se trouve une curieuse pierre levée et penchée, le menhir des Pontiles. La plupart des signes qu'on voit ont été gravés récemment en réalité. On voit tout de suite, par la taille, que ces signes ont été gravés sensiblement dans les 20-30 dernières années maximum. Ce menhir est l'un des seuls de la région, et l'abbé Boudet ne pouvait pas l'ignorer. Mais l'écrivain ne le cite pas dans son livre qui parle tout de même de cromlech et de menhir. Boudet semble avoir gardé certaines informations dans l'ombre. Entre la pierre levée et le village de Rennes-les-Bains où officiait l'abbé Boudet se dresse le mont Cardou. La montagne du Cardou elle-même véhicule un légendaire relativement important. Il existe de nombreuses personnes qui racontent avoir vécu des expériences mystiques, avoir ressenti des forces particulières, ont eu des expériences que l'on peut même qualifier parfois de paranormales. Alors, ceci n'est pas spécifique à la région de Rennes-le-Château. Il existe d'autres lieux, comme par exemple la forêt de Brocéliande, qui véhiculent le même aspect mystique. Mais il est vrai qu'on se laisse vite transporter par cette magie. Toutes ces légendes et tous ces lieux insolites nous rendent plus réceptifs, si l'on peut dire, à ces expériences que l'on peut qualifier de mystiques. Certains chercheurs évoquent le Cardou comme un lieu sacré, potentiellement renfermant une tombe ou même une nécropole. Un site empreint de légendes intrigantes. Mais le lieu dit les Pontiles n'a pas livré tous ses secrets. Et il faut s'éloigner de la pierre levée pour emprunter un chemin et découvrir un lieu isolé et étonnant. De grands blocs de pierre taillés, certains parfaitement équarris, ici et là. Aucune carte, pas même celle de l'IGN,
ne fait mention de cet endroit énigmatique. Tout nous fait penser à une ancienne carrière abandonnée. Parmi les pierres envahies par la végétation, l'une présente une surface lisse captant notre attention. Une croix discrète est gravée. Le plus étonnant pour les chercheurs, c'est qu'ils n'ont trouvé nulle part trace de ces pierres dans les constructions de la région. À quoi donc ont-elles pu servir? Pour certains, elles auraient été utilisées pour une structure souterraine cachée. En face de nous, la vallée du Bézis, vallée sans habitation, vallée sauvage et mystérieuse. Le menhir de Pérols semble pointer dans sa direction. Aujourd'hui, après des décennies de recherche, beaucoup entre nous, on parle d'un sanctuaire oublié. C'est ce que vous cherchez? Oui. Moi, personnellement, oui. 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 Parler du massif du Cardou, c'est à la fois un sujet passionnant et en même temps un non-sujet. Il ne présente rien de bien mystérieux sur le plan géologique. Ce n'est pas une extravagance, une anomalie. Il ressemble à des milliers de sites identiques en France, avec un certain nombre de gouffres, de cavernes, de grottes, etc. dedans. Voilà. Après, le massif du Cardou intervient dans l'affaire de Rennes essentiellement depuis la publication d'un livre d'un auteur anglais dans les années 80, au tout début des années 80, qui a prétendu carrément que sous le Cardou se trouvait la tombe de Jésus. Évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même une révélation pas très ordinaire, ce qui met à mal déjà le dogme de la résurrection, ce qui met à mal énormément de choses, évidemment. Pour avoir relativement exploré le Cardou, en dessus, en dessous, sur toutes ses faces, je n'ai jamais rien trouvé d'extraordinaire sur le massif du Cardou, je suis navré de le dire. Et pour les personnes qui penseraient que je suis, pour avoir commis quelques livres, un chercheur en chambre, je rappellerai juste que je suis l'ancien président de la Fédération française de spéléologie, que j'ai un peu plus entre 1000 et 1200 explorations de gouffres dans le monde entier derrière mon dos. Mais je ne prétends pas pour autant avoir exploré toutes les cavités du Cardou, soyons clairs là-dessus. Mais ne faudrait-il pas une vie entière pour explorer toutes les faces du Cardou? Des années pour arpenter ces milliers d'hectares de bois, ces pentes abruptes et hostiles, et espérer découvrir ne serait-ce qu'un nouvel indice. Un chercheur atypique, Claude Farrou, avait fait de cette montagne son cœur de recherche et laissait sous-entendre qu'il aurait fait une découverte importante. Alors Claude Farrou était un personnage dont on parle beaucoup dans le milieu de Rennes-les-Bains. C'est un monsieur qui s'intéressait à l'énigme de Rennes-le-Château et qui s'est fait, alors là, surprise totale, il s'est fait enterrer en habit de Templier, son corps en direction du mont Cardou. Le mystère entourant cette affaire a tellement captivé l'esprit du chercheur qu'il aurait souhaité transmettre un message même après sa mort. Une visite s'impose donc au cimetière de Pérols, ce petit village situé non loin du Cardou. Au char, d'où j'aperçois le lit, c'est là. Georges Kiss est un enfant du pays passionné d'histoire et d'archives. Avec le temps, il s'est lié d'amitié avec des chercheurs de l'affaire et plus particulièrement avec un certain Claude, aujourd'hui décédé. Eh bien, il y a la tombe de Claude Farrou et un copain. Et il a voulu une épitaphe qui soit un peu énigme, mais
quand même, il voulait bien dire quelque chose, qui était la clé de sa marche à ce moment-là. Voilà. Faroux, Ginette Faroux, née à Der, en 22. Elle était bien plus âgée que moi. Oui, voilà le cardou, la pierre levée, Péyrole, la croix qui croyait templière. Alors ce qui est important, aérarium. Le terme aérarium qui est la clé du message. Ça, je peux l'affirmer. Claude observait régulièrement le Cardou. Un jour, il aperçoit un curieux hélicoptère. D'ici, on voyait l'endroit. Ces arbres-là, le chêne qui est derrière, il a dû pousser très vite. On voyait l'endroit, là. C'est quoi cet endroit? Et puis c'est le flanc du Cardou, là où il y a l'hélicoptère noir. Ah oui? Et pour lui, il pense que s'il y a une réponse, une clé à l'histoire de toute cette région, la révélation, elle est sur cette face du Cardou, là, la face nord, là où était l'hélicoptère noir. Comment ça s'est passé quand il a vu cet hélicoptère noir? Il était chez lui, à sa maison, et il le voyait faire, l'hélicoptère. Et il l'a filmé, parce qu'il venait d'acheter une caméra extraordinaire qui avait coûté très cher. Il voit cet hélicoptère, on entend même le bruit, qui fait des allers-retours, au même endroit, sans aller ni plus loin ni rien, là, sur le flanc. Qu'est-ce qu'il avait de mystérieux, cet hélicoptère? Il était noir, il n'avait pas de numéro. Et l'homme qui a ouvert la porte à coulisses, il était aussi vêtu de noir. C'est tout. Quand son ami Claude lui avait montré la vidéo de l'hélicoptère, Georges avait alors pris des photos de l'écran de télévision qui diffusait l'enregistrement. Je raccompagne Georges chez lui, dans l'espoir qu'il puisse me montrer les images, ces preuves qui attesteraient de l'existence de ce mystérieux hélicoptère. Ça, c'est peut-être pas dans ce chariot-là. J'ai photographié du bois. C'est pas si clair en tout cas. Et finalement, Georges finit par retrouver les diapositives. Malgré la qualité inégale des images, je reconnais la montagne du Cardou. Claude avait également filmé un ovni durant la nuit qui surplombait le Cardou. Georges me montre l'unique photo de cet enregistrement vidéo aujourd'hui perdu. On était copains, on allait des fois vadrouiller ensemble dans la montagne ou autre. Lui, il pensait que c'était quel genre de secret? Le secret du Cardou? En relation avec la Bible, je pense. Avec les Écritures, je pense. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je pense qu'il était à la recherche de l'Arche d'Alliance, c'est certain, et sans doute d'une nécropole où des gens célèbres auraient été enterrés. Les deux étant possibles. La région de Rennes-le-Château est un creuset historique, est un creuset énergétique et est un creuset de mystère. Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains agissent comme un aimant. On dirait qu'il y a une force invisible qui les attire. Beaucoup de gens me le disent. Hein.